Judaïka 90.2 FM. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Judaïka et comme tous les vendredis à cette heure-ci, c'est l'heure de notre entretien hebdomadaire avec Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui Yannick, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va commencer tout de suite par cette info de la Metula. Donc juste après minuit heure israélienne, plusieurs missiles se sont abattus sur le site de l'aéroport d'Al-Maseh dans l'ouest de Damas, apparemment à 3 km environ du palais de Bachar el-Assad. Alors justement, quel était le but précis de cette attaque? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, Stéphane? On sait certaines choses. D'abord, la première, Yannick, c'est qu'on est certain que cette attaque a eu lieu pour une fois. C'est dans le sens où non seulement notre spécialiste en la matière qui fonctionne depuis Beyrouth, Michael B, a parlé à des témoins quelques minutes après l'attaque qui lui ont décrit les images qu'il voyait, c'est-à-dire principalement une colonne de flammes et de fumée de plusieurs dizaines de mètres de hauteur et des bruits d'explosion. J'ai moi-même pu entendre cet enregistrement. Donc c'est déjà une preuve importante, une preuve suffisante, mais également la télévision syrienne, Yannick, qui a rapporté l'attaque. La chaîne de médias et de télévision Al-Alam d'Iran, l'agence de presse officielle syrienne Sana et l'armée syrienne. Alors l'armée syrienne, ça lui arrive pas souvent, mais elle a annoncé cette attaque israélienne. Elle parle d'agression flagrante et elle promet des représailles. Alors on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, s'ils ont la capacité ou non de réaliser cette menace. Mais ce qu'on peut dire pour répondre à votre question, c'est que cet aéroport comprend d'abord une branche d'aviation civile. C'est d'ailleurs depuis là, c'est une piste de 2,7 km, une piste assez longue, que Bachar al-Assad décolle quand il va se rendre à l'étranger. Il décolle depuis cet aéroport d'Al-Maseh. Mais ce qui est le plus intéressant pour les militaires israéliens, c'est que cette base dans l'aéroport comprend en quartier général de la garde républicaine, donc une unité d'élite de l'armée de Bachar al-Assad, le centre général des renseignements de l'armée de l'air, et dans les renseignements syriens, celui de l'armée de l'air est le plus efficient, largement. Cet aéroport comprend également une prison avec un centre de torture, une très grande prison, et des entrepôts souterrains. Alors on pense ici à la MENA, donc on est des journalistes, on fait que des supputations, mais disons qu'en croisant les informations, eh bien on est presque certain qu'il y a les armes les plus pointues du régime, notamment probablement des armes de destruction massive, des armes au gaz qui seraient entreposées dans les souterrains de cet aéroport, et puis aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, des armes qui sont arrivées d'Iran et qui sont à destination du Hezbollah au Liban. Alors c'est encore plus intéressant, Yannick, lorsque l'on sait que l'aéroport d'Al-Maseh se trouve à l'entrée quasiment de l'autoroute Damas-Beyrouth, et que c'est de là, le plus souvent, qu'on essaye, que les Syriens et les Iraniens essayent de faire parvenir des armes performantes, des armes antiaériennes, des missiles au Hezbollah libanais. Et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on est intervenu. Ceux qui suivent la MENA régulièrement et nos émissions du vendredi aussi se rappelleront qu'on en avait parlé le 7 décembre dernier. Il y avait eu un raid sur le même aéroport, et puis également des raids aériens, des raids de l'aviation israélienne qui visaient des convois exactement dans la même région, des convois qui avaient probablement déjà pris la route et qui étaient donc destinés à amener des armes au Hezbollah. Ce qu'on peut dire encore, Yannick, on ne sait pas, il existe encore un doute aujourd'hui. Les organes syriens disent que nous avons utilisé
des missiles sol-sol qui seraient partis soit de la région du lac de Tibériade, soit des hauteurs du Golan, d'un endroit qu'ils appellent la colline de Abounad et que nous en hébreu nous appelons Tel Avital. Donc ce seraient des missiles qui seraient partis du sol, qui auraient volé et qui auraient atterri et explosé à Almazé. Nous on pense plutôt à la MENA, pour dire la vérité, que ce sont des armes embarquées dans des avions et qui sont tirées à une quarantaine de kilomètres des objectifs. C'est pas la première fois qu'on a utilisé ce genre d'armes. C'est des armes d'une génération tout à fait nouvelle et qui ont une précision de plus d'1 mètre. C'est-à-dire que l'écart maximum entre l'objectif qui est visé et le point d'impact réel, donc en situation réelle, pas théorique, est de moins d'1 mètre, ce qui permet par exemple de faire entrer un de ces missiles par une bouche d'aération si on veut aller en profondeur sous la piste d'un aéroport comme celui-là pour faire exploser ces stocks d'armes. Et s'il y a eu des flammes aussi importantes, aussi hautes, eh bien c'est bien la preuve qu'on a touché ces armes et ces munitions, parce que sinon le missile lui-même a une charge relativement modeste d'explosifs, il explose, on voit une petite explosion qui s'apaise dans les quelques minutes qui suivent, mais si on a ce qu'on appelle une seconde explosion, et surtout de cette taille, eh bien c'est la preuve, c'est la signature que le raid a réussi. Et puis les témoins sur place, Yannick, on parlait de dizaines d'ambulances qui sont allées, qui se sont ruées vers cette base et cet aéroport, et les Iraniens à la lame parlent également de très nombreux morts et blessés. Nous on pense qu'il s'agit de soldats syriens, mais aussi probablement de Pasdaran, des soldats iraniens et des miliciens du Hezbollah. Alors vous l'avez dit Stéphane, on ne sait pas encore à l'heure actuelle si une riposte est envisagée par le régime syrien. Cela dit, Israël est-il officiellement en guerre contre la Syrie et le régime d'El-Assad? Est-ce que d'autres attaques sont-elles à suivre de la part de l'État hébreu? Voilà, on est officiellement en guerre avec la Syrie, c'est clair. Il n'y a jamais eu, on vit sur une armistice en traité de séparation des forces de 1974. Maintenant, la question est de savoir si l'armée syrienne, qui a été quand même réduite de 2/3 au moins par rapport à ce qui a été avant la guerre civile, est de taille à se mesurer à Tsahal. La réponse de nos spécialistes maison Jean Tzadik est formelle, elle est négative. Les Syriens n'ont pas les moyens de s'attaquer à Tsahal, et s'ils le faisaient, eh bien, leur puissance de feu serait encore réduite, ils auraient à essuyer des dommages, des pertes humaines et en matériel, ce qui les handicaperait dans leur guerre principale contre les rebelles dans le nord, dans la région d'Alep, mais également plus à l'est, Dir el-Ezor, et enfin la guerre qu'ils sont en train de mener aux sunnites, et eux sont aux côtés des Iraniens, du Hezbollah, et soutenus pour le moment du moins par l'aviation russe. Donc l'aviation russe en effet, mais l'aviation russe n'interviendra pas contre Israël, elle n'a aucun intérêt à le faire. Et puis il y a deux autres problèmes que l'armée syrienne a si elle veut mener des représailles contre Israël. Le premier problème, c'est que pratiquement toute la frontière entre la Syrie et Israël est occupée par les rebelles. Et il ne reste plus que 3 kilomètres dans la région de la ville de Hadar en Syrie, Hader, qui soit aux mains du régime. Et puis à Hader, et puis dans toute la région, eh ben il a neigé, il y a de la neige au sol, et c'est pas les conditions idéales, surtout pour une armée qui n'a pas vraiment l'habitude de se battre en Sibérie pour lancer une offensive. Donc ça c'est quasiment à exclure. Ce qu'on n'exclut pas dans les discussions qu'on a eues très très tôt ce matin ici entre les spécialistes de la MENA, c'est que Bachar al-Assad donne le feu vert aux miliciens du Hezbollah et aux forces spéciales iraniennes, justement pour se concentrer sur la partie qu'il domine dans
le Golan syrien et mener des actes hostiles, des actes de guérilla, des coups de main contre Israël. Mais encore, Yannick, nous ne sommes pas du tout obligés de riposter au point de ces attaques et on vient de le démontrer, on ne craint rien, on ne craint pas les armes antiaériennes. Il y a depuis le début de la guerre civile aucun avion israélien qui a été touché ou abattu par la DCA syrienne, donc on peut intervenir n'importe où sur le territoire syrien et comme le dit Jean Sadik, eh bien l'armée de Bachar al-Assad a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans un bras de fer avec Tsahal. Merci Stéphane. Alors on va clore ce sujet, on va en aborder un autre à présent. Donc l'initiative française de paix au Moyen-Orient. Netanyahou a qualifié d'imposture la conférence organisée par Paris. On se souvient qu'Avigdor Lieberman avait même parlé de procès Dreyfus moderne. Stéphane, cette conférence de Paris est-elle si grave que ça? Paris est-il vraiment en train d'aggraver la situation? Ben oui, Paris aggrave la situation, notamment les chances de paix ou de progression en direction de la paix avec les Palestiniens. Parce que vous imaginez bien que il va y avoir un texte conclusif de cette conférence. Ce texte conclusif, on sait déjà qu'il va parler d'un retour d'Israël aux frontières de mai 67. Et ça c'est très important parce que c'est presque ce qu'il y a de fondamental. Toute personne, tout État, toute entité qui réclame, qui exige d'Israël un retour aux frontières de 1967 désire en fait la disparition d'Israël. Beaucoup de nos auditeurs connaissent la géographie de l'État hébreu et savent par exemple que entre ces frontières de 67 et la mer Méditerranée, notamment au niveau de Netanya, il y a 14 kilomètres. Alors, l'autorité palestinienne n'est pas une démocratie. On sait qu'il y a une forte poussée islamiste, et on peut même pas prévoir ce qui va se passer dans une année, alors encore moins dans 10 ans ou dans 20 ans, et il se peut tout à fait qu'on ait des gens style ou Daesh à 14 kilomètres de la mer, ou même Hamas, et quelqu'un qui se soucie de la sécurité d'Israël et qui appelle à un retrait. Un retrait, c'est pas un acte court, c'est un acte long, c'est un acte sur le long terme, c'est comme ça qu'on définit des frontières. Eh bien, quelqu'un qui va appeler à un retrait de ce genre n'a pas le souci de la sécurité et de la pérennité d'Israël, donc ça c'est déjà très désagréable. Et puis on sait déjà, et aussi qu'il y aura 55 pays arabes représentés à Paris dimanche, sur 70 participants en tout, et puis là on peut faire passer n'importe quoi, absolument n'importe quoi, comme motion. Si on décidait que le Negev était habité par les Esquimaux, eh ben ça passerait également. Ça c'est très grave. Puis s'il y a encore peut-être de plus grave, c'est qu'on est arrivé à un moment où il existe, on en a beaucoup parlé sur cette antenne et à la MENA, il existe une association, un lien très fort, stratégique entre les pays sunnites, que sont notamment l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les États du Golfe, pour combattre l'Iran, pour s'opposer à l'Iran. Et cette fois, nous et d'autres observateurs avons tout à fait l'impression que la France devance les attentes de ces pays. Ces pays voudraient bien être tranquilles pour pouvoir se préparer à une éventuelle confrontation avec l'Iran, avec l'aide des Israéliens. Et on se demande un petit peu ce que veulent faire les Français, parce que c'est évident qu'Israël se pliera pas aux desiderata de M. Hollande et de M. Hérault à la fin de la journée de dimanche, que c'est pas là-bas que va se décider l'avenir du Moyen-Orient. Alors, quelque part, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils organisent cela? Et puis, on a fait une mini-enquête, et puis on peut dire à nos auditeurs quelque chose d'absolument incroyable, ou qui semble incroyable, c'est que la nuit dernière, il y a eu plus d'incidents impliquant de la violence et des musulmans en France qu'en Israël et qu'en Palestine. Donc, quand M. Hérault parle d'une situation urgente, on ne sait pas exactement de quoi il parle. Et puis, dans la guerre civile, les guerres civiles de Syrie et d'Irak, on en est à 700 000 morts.
Alors si on parle d'urgence, est-ce que c'est les quelques dizaines, il y a eu peu de morts relativement cette année, à part pour l'intifada des couteaux, où les agresseurs ont péri pour la plupart, mais on reste dans des dizaines, voire quelques centaines d'individus qui sont morts, des morts qu'on regrette, bien entendu, chaque perte humaine est importante, mais qu'est-ce que ça pèse à côté des 700 000 personnes qui ont été tuées en Syrie, 3 millions d'handicapés à vie, 6 millions de déplacés, et aucune conférence, ça n'intéresse personne. Et ce qui nous interloque aussi, qui interloque très probablement également le gouvernement israélien, c'est que quand on parle de paix, quand on propose des changements de frontières, on parle d'un projet à moyen ou à long terme. On parle en termes d'années, pas de semaines ni de mois. Alors que dans 5 jours, l'un des co-sponsors, des 2 sponsors de cette conférence, le président Barack Obama, va rendre son tablier. Et dans quelques mois, au mois d'avril, ça va être le tour de François Hollande. Alors pourquoi essayer en fait d'handicaper les successeurs qui vont y avoir en Amérique? On sait que ce sera Donald Trump, en France on ne sait pas qui c'est, mais pourquoi essayer de leur dicter maintenant la politique moyen-orientale qu'ils devront avoir? Alors il y a une réponse qui est très ennuyeuse, c'est-à-dire que un acte de ce genre a une raison, et quand on cherche bien les raisons, et on n'est pas les plus prompts à essayer de mettre ça sur le dos de l'antisémitisme, mais il y a quelque chose de pas clair. Il y a une raison, et cette raison, elles sont pas bonnes, elle est nauséabonde. Alors on nous a dit que le PS veut sauver sa peau et qu'il compte pour sauver sa peau sur les 7 millions d'électeurs musulmans en France. C'est possible. C'est possible parce que si le PS arrive en 4e place au premier tour lors des élections françaises, le PS va cesser d'exister. Donc ce serait peut-être des manœuvres de la dernière chance, des manœuvres quasi suicidaires. Donc plaire aux musulmans de France en étant très dur et très injuste avec Israël, essayer de plaire aux musulmans sunnites du Moyen-Orient, ce qui risque de les irriter plus qu'autre chose, c'est surtout un acte de maladresse. Je ne sais pas si ça va être en procès Dreyfus, je sais qu'on va dire, ou qu'il va se dire beaucoup de choses négatives et hostiles à l'égard d'Israël, mais on revient à votre question fondamentale. Si on vous promet en État sur les frontières de 1967, vous n'avez pas négocié avec Israël, il n'y a plus rien à négocier. Si on énonce dans cette conférence, si on énonce par exemple lors de résolutions hypothétiques à l'ONU, quelle sera la fin du processus de négociation? La fin du processus de négociation, ça serait en État palestinien sur les lignes du cessez-le-feu de 1967. Pourquoi M. Abbas devrait-il faire des concessions? Pourquoi devrait-il chercher à tout prix à rencontrer M. Netanyahou, à réouvrir le processus de paix, à mettre de l'eau dans son vin? C'est en cela, et c'est ce qu'il y a de pire, c'est en cela que cette conférence organisée à Paris va à l'encontre des intérêts de la paix. Elle pousse les Palestiniens vers l'extrémisme, vers plus d'exigences, et elle éloigne la possibilité d'arriver à un accord, ou à tout le moins une reprise des discussions entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël, Yannick. Alors Stéphane, on va aborder un dernier sujet rapidement, la politique intérieure en Israël. Le Premier ministre Netanyahou, qui semble en mauvaise posture, il est mêlé à 2 affaires. L'une concerne des arrangements supposés avec le patron du Yediot Aharonot. L'autre affaire concerne des cadeaux reçus de la part d'hommes d'affaires importants. Stéphane, est-ce que la situation actuelle de Netanyahou est-elle toujours viable à l'heure actuelle? Une démission est-elle envisagée ou pas? Elle est limite viable. C'est pas des très grosses affaires, c'est pas des Watergate, mais ce qu'on peut dire, c'est que Benjamin Netanyahou a reçu par exemple Darnon Milchin, qui est un grand producteur américain, des cadeaux pour des centaines de milliers de shekels, plus de 100 000 $, ou beaucoup de cadeaux également d'un milliardaire australien du nom de James Parker.
Alors, il y a deux raisons qui nous font réfléchir. La première, c'est que le chef de l'exécutif d'un pays doit avoir un comportement exemplaire. Est-ce qu'on peut déjà dire, avant qu'il y ait un jugement ou avant que ces affaires ne soient sujettes à des enquêtes plus avancées, c'est qu'il n'a pas eu un comportement exemplaire. Quand on est Premier ministre et qu'on veut avoir un comportement exemplaire, on achète ses cigares soi-même avec son argent. Et puis, la deuxième chose, peut-être qui me préoccupe un peu plus encore, surtout après les sujets très brûlants dont on a parlé, la possibilité de représailles aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, des Syriens, la réaction qu'il faudra avoir après la conférence de Paris, il faudra la suivre. Cette conférence, c'est pas parce qu'on n'y participe pas et qu'on y est opposé qu'il faut pas la suivre. Il nous faut un chef de l'exécutif qui travaille 25 heures par jour et 8 jours par semaine. Et hier encore, il y a eu des enquêtes chez lui, il doit se préparer, il doit préparer sa défense, préparer les choses avec ses avocats, avec sa femme, avec ses amis politiques. Il lui reste pas beaucoup de temps pour mener les affaires de l'État d'Israël, qui se trouve en situation périlleuse, en tout cas qui demande beaucoup d'attention. Alors ce que nous dirions, et on va terminer là-dessus, il faudrait peut-être pas parler de démission, quoique certains politiciens le fassent, mais peut-être d'abandon momentané de ses fonctions. C'est arrivé par exemple avec le Premier ministre Olmert qui s'était mis de côté pour 6 mois, et ce qui permettrait à Netanyahou de rester présumé innocent, de pas hypothéquer ni ses chances de montrer qu'il a raison devant la justice et devant le public, et puis de revenir aux affaires, de reprendre son poste de Premier ministre une fois que ces enquêtes seraient closes, ou une fois qu'il aurait eu gain de cause devant un tribunal. Mais ce serait beaucoup plus éthique, ce serait beaucoup plus propre, et ce serait un exemple qui serait beaucoup mieux compris par les Israéliens, par le reste du monde, qui commence un petit peu à ne plus comprendre M. Netanyahou, Yannick. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces explications. C'est la fin de cet entretien. On vous retrouvera évidemment la semaine prochaine à la même heure sur Radio Judaïka. Et toujours avec le même plaisir, à moins qu'il y ait effectivement des représailles syriennes, auquel cas que nous ne souhaitons pas, nous nous retrouverions avant cela. Voilà.